Bienvenue, Olivier Le Saint, directeur du Cap Emploi 06. Bienvenue à ce webinaire. Et ce soir, le thème que nous proposons, c'est une intervention de Abdou Gnaba, qui est un spécialiste des identités culturelles. La particularité de Abdou Gnaba, c'est que je dirais qu'il ausculte un peu notre société pour voir un peu l'homme, les interactions avec ses autres, ses semblables, avec ses équipes. Donc, une posture un peu qui permet aux managers de sortir un peu la tête de leur guidon et d'avoir une vision d'un anthropologiste, sociologue qui va amener une lecture un peu différente de la relation à l'autre. Donc, le timing qu'on se donne ce soir, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. On n'est pas pressé, il n'y a plus de webinaire derrière, donc on prend le temps. Abdou Gnaba est à votre disposition. Je vais lui passer bien entendu la main. Et l'idée, c'est qu'il vous présente un peu par rapport à la relation à l'autre, tout en ayant toujours un fil conducteur qu'on a voulu avoir avec lui. C'est par rapport à la crise sanitaire qu'on vit depuis le mois de mars, qui a impacté pas mal le monde du travail, l'organisation, la relation à l'autre. Et il sera là pour justement vous aiguiller par rapport à sa vision. Et d'un autre côté, peut-être aussi d'échanger avec vous par rapport à je ne dis pas une recette, mais par rapport à des pratiques, par rapport à des petites choses qui pourraient peut-être faire que peut-être qu'on vivrait mieux la relation à l'autre dans ce monde si incertain. Je passe la parole à Abdou Gnaba. Merci encore pour votre présence, pour votre participation. Et comme je disais, c'est dans le cadre de la SEPH qui se termine fin de semaine. Et encore plein de webinaires sont proposés d'ici vendredi. Je vous invite, si vous voulez vous inscrire, d'aller sur handijob06.fr et vous avez tout le détail des webinaires. Merci à vous. C'est à Abdou Gnaba de se présenter et puis de lancer la conférence de ce soir. Merci Olivier. Bonjour à tous. Merci pour votre attention. On va discuter ensemble. Alors, comme on l'a précisé dans ce propos liminaire, je ne suis pas là pour vous donner des recettes, je ne suis pas là pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Je suis là en tant qu'anthropologue pour vous proposer un retour d'expérience et vous expliquer comment on peut regarder le monde à l'aune des millénaires qui sont notre terrain d'étude à nous. Je vais donc vous parler de Sapiens dans l'entreprise et vous faire comprendre en quoi ce que l'on vit est juste une petite vague dans l'océan de notre évolution et que si l'on doit s'en sortir au sens premier, donc sortir de cette bulle qui nous enferme dans nos angoisses, il faut pouvoir penser à la terre promise. Là, vous me dites la terre promise, ça y est, il nous parle de Moïse. Non, relisez le titre du livre d'Obama, en tout cas du tome 1 de ses mémoires. Et j'étais très surpris hier en apprenant son titre, puisque le titre, c'est effectivement la terre promise. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est donc confronté à ce que l'on appelle, hop, je tourne la caméra, voilà, pof. Aujourd'hui, on est confronté à ce qu'on appelle une crise sanitaire. Une crise, ça veut dire dans notre société quelque chose de grave. Ça veut dire une déchirure. Toujours pareil, l'anthropologue, c'est celui qui étudie les humains comme un astronome étudie les étoiles. Donc, notre champ d'action, notre champ d'étude et notre temporalité à nous est bien plus vaste que celle d'une génération de 10 ou voire même 100. Donc non, ce n'est pas une crise, c'est juste une accélération du temps. Ce qui est à l'œuvre, c'est ce qui était déjà là, mais qui devient manifeste. Vu qu'on va parler du travail, je vais vous raconter l'histoire du travail et vous allez peut-être avec surprise entendre que le travail n'est plus une nécessité. Voilà. Alors, j'ai donc une bonne nouvelle pour vous, c'est que plus personne n'a besoin de travailler aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas pour vos emplois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gagner sa vie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être utile, mais le but de l'humain, ce n'est plus, grâce aux révolutionnaires pour ce qui est de la France, aux Lumières pour ce qui est de l'Europe et plus généralement du monde, ce n'est plus d'avoir à subvenir à ses besoins basiques. Voilà. On a tous de quoi manger, évidemment, sauf la classe la plus vulnérable de notre société. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a le choix. Voilà. On a le choix d'être triste, on a le choix d'être malheureux, on a le choix de se dire que vraiment c'est injuste ce qui nous arrive. Alors, prenons une petite pause là d'une demi-heure pour se dire, alors, de quoi s'agit-il vraiment?
Cette crise, c'est ce que j'appelle la crise respiratoire d'un monde qui étouffe. Ce monde qui étouffe, c'est un monde qui est fait de matière uniquement. C'est un monde où le pouvoir de l'objet est tel que l'on croit que le bonheur va passer par des instruments. Et tant qu'on pensera que le bonheur passe par des instruments, il nous faudra aller les chercher, les produire. Sauf qu'une fois qu'on a l'instrument, c'est le principe du désir, une fois qu'on a la chose, on la consomme, l'acte est dans le mot, et ensuite ça disparaît, et une fois que ça disparaît, ben, on va chercher un autre type d'objet pour pouvoir nous mener sur le chemin du bonheur. Donc voilà, on a été arrêté, on ne pouvait plus consommer, on se plaint que les magasins sont fermés. Alors, je ne me mets pas du côté des commerçants, mais mettons-nous du côté du consommateur. A-t-on vraiment besoin de tout ce que l'on avait l'habitude d'acheter ? En fait, oui, mais peut-être pas pour leur fonctionnalité, mais pour le bien qu'ils étaient censés nous faire. Et ce bien, bah, c'était un bien magique finalement, c'était une superstition, parce qu'en achetant les choses, eh bien, on arrivait à combler un besoin que l'on pensait matériel, que l'on pensait essentiel, alors qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on en était privé, finalement, on pouvait quand même bien s'en passer. Mais puisqu'on s'en passe, il va bien falloir qu'on se nourrisse d'autres choses. Et la question est là, qu'est-ce qui nous nourrit vraiment ? Aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises sont des mesures d'étouffement. Voilà que nous sommes dans une crise respiratoire, une crise pulmonaire, on a du mal à respirer, on a peur pour nos poumons. Et les mesures qui sont prises, ce sont des mesures d'étouffement, donc de confinement, de restriction. C'est le symptôme pour moi d'une société qui a beaucoup plus peur de perdre que de gagner quelque chose. C'est une société dont le mythe est la sécurité sociale. Je ne parle pas de l'institution, je ne parle pas du trou de cette sécurité sociale institutionnelle, mais je parle de cette notion qui voudrait que l'on doit être sécurisé de tout. La question n'est pas de savoir s'il faut prendre des risques ou s'il faut courir des dangers. Mais la question est plutôt de savoir si il faut rester tel que l'on est, tel qu'on nous a dit qu'il fallait être pour exister. Regardez, quand on va à l'école, on nous forme pour être conforme et en fonction des positions que l'on habite, on portera un uniforme. Alors, on nous conforme vers l'uniforme, une forme unique. Donc, on nous formate. Et pourtant, il y a déjà 300 ans, les révolutionnaires nous ont permis de passer du statut de travailleur, quel qu'il soit, donc de lavandière si vous étiez lavandière, ou de forgeron si vous étiez forgeron, pour passer à un autre statut qui est celui de citoyen. Ah, voilà, tout est là. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes ici, là, ce mercredi soir, pour entendre parler de ce que c'est qu'un citoyen. Oui, mais on va faire une pause pour enfin se poser la question de ce que ça veut dire. Ben, les citoyens, dans la Grèce antique, c'était des aristocrates. Alors là, vous me dites, des aristocrates, enfin. Les révolutionnaires ont coupé la tête des rois et c'est pas pour ça qu'ils sont des aristocrates. Bien si. En Grèce antique, ceux qui avaient le temps de penser la politique, de songer à l'avenir de la cité, c'était ceux qui n'avaient pas besoin de subvenir à leurs besoins primaires. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des esclaves. Sauf qu'aujourd'hui, vous et moi, on a, grâce aux machines, l'équivalent d'une vingtaine d'esclaves de ce qu'il aurait fallu avoir dans l'Antiquité pour pouvoir vivre le niveau de confort moyen que nous avons tous. Alors, qu'ont-ils donc fait ? Pourquoi ont-ils fait de nous des aristocrates ? Puisque leur terme et leur moteur, c'était l'égalité. Eh bien, voilà que, à la différence des autres aristocrates, donc de ceux de l'Ancien Régime, ceux de la Grèce antique étaient tous égaux. Alors oui, ils n'avaient plus besoin de travailler, mais il n'y avait pas de hiérarchie entre eux. Tandis que dans l'Ancien Régime, il y avait un roi, un prince, un grand-duc, un petit-duc, un moyen-duc, un comte, un vicomte, etc. Il y avait donc une hiérarchie. Nous sommes dans une société
dont le mythe est celui de la citoyenneté, et la citoyenneté, c'est celle de l'aristocratie, en ce qu'elle nous permet, pour chacun d'entre nous d'abord, et pour la collectivité ensuite, de nous éveiller. Donc, de nous cultiver exactement comme on cultive une terre. Donc, de bêcher, de semer, de grandir, de récolter et de semer à nouveau. Comment ont-ils fait? Ils ont fait, une fois de plus, comme on avait fait en Grèce antique. La Grèce, c'était les Japonais de l'époque, hein, donc la Grèce, elle a pris ce que l'Égypte avait fait de bien, qui elle-même avait pris ce que les Sumériens avaient fait de bien, et là, je ne parle que de ce que l'on peut prouver. Ça venait certainement bien avant. C'est-à-dire qu'il y avait en Grèce ce que l'on appelle l'école. Et là, puisque nous sommes dans un cadre de formation, dans un cadre d'emploi, on se rend compte que l'école est formatrice et donc l'école est nécessaire. Mais puisque vous travaillez pour certains dans les situations d'insertion, notamment par rapport au handicap, vous vous rendez compte qu'il est très difficile de trouver une formation pour entrer dans une entreprise qui elle-même est formée, mais ne propose pas de formes différentes. Or, si l'on est différent, pour pas dire handicapé directement, comment faire pour que ce morceau du puzzle entre dans un puzzle plus général? En fait, ça avait été pensé depuis le départ. Ça avait été pensé depuis le départ parce que l'école, ça vient de scoller. Et scoller en grec, eh bien, ça veut dire loisir. Donc, j'espère que pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, quand ils vont à l'école, dites-leur bien, ma chérie, mon chéri, je t'en prie, j'espère que tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Rappelle-toi, tu vas à l'école. Ne leur dites pas s'ils n'ont pas écouté ce webinaire. En revanche, vous pourrez toujours l'avoir dans un coin de votre tête. Pourquoi? Parce que l'école, c'est ce qui permettait aux différents individus de ne pas reproduire le métier de leurs parents. Une fois de plus, si le père était forgeron, le fils devenait forgeron. Si la mère était lavandière, la fille devenait lavandière. Mais l'école, elle a été conçue pour que l'on puisse avoir le loisir d'écouter différentes formes d'action, différents types de savoir, et pour que, enfin, l'on puisse chercher sa voix. Différentes voix, comme dans un orchestre en musique, vont être énoncées dans ce temple que l'on appelle la scollée. Et alors, cette voix qui va être émise va résonner avec votre propre voix à vous. Encore faut-il savoir l'entendre. Mais une fois que ce match se réalise, cette rencontre s'actualise, eh bien, vous allez pouvoir trouver votre vocation. L'école, c'est le temple du loisir où l'on peut exprimer différents types de voix pour que vous puissiez trouver la vôtre par résonance. Et quand on trouve sa vocation, alors on peut avoir non pas un métier qui est juste la partie fonctionnelle du travail, mais une profession. Et qu'est-ce qu'une profession? Une profession, c'est dire publiquement ses sentiments. Dire publiquement ses sentiments. Voilà que le monde dans lequel on vit, en fait, a été construit dans l'idée que chacun pouvait être complètement libre de trouver sa propre voie pour dire et faire ses sentiments. Vous voyez que on l'a effectivement oublié et qu'on reste dans une société très normative qui va nous demander non pas de suivre notre propre voie, mais de correspondre à des schémas préétablis, non pas par l'école, mais par une caserne de pensée. Et cette caserne de pensée va créer des soldats d'action qui seront tous les porteurs d'un uniforme. La crise actuelle nous ramène justement à cette ouverture, à cette possibilité de faire les comptes de ce que l'on est, de ce que l'on vit, du temps qui nous reste et de la possibilité que les sociétés dans lesquelles on évolue nous donnent de pouvoir nous réaliser nous-mêmes. Et là, vous me dites, ah oui, non, mais on est dans le développement personnel, donc c'est moi par rapport aux autres. C'est là que la chose devient intéressante. C'est que pour un anthropologue,
L'humain n'existe pas sans la relation. Le jeu, JE, est un jeu JEU de miroir. J'existe parce que vous êtes là et vous êtes là parce que je peux vous voir. Je suis dans la relation parce que si jamais je n'avais rencontré un sapiens sapiens un jour, alors j'aurais peut-être été élevé par des loups et je peux vous assurer que je serais en train de ululer parce que la lune va poindre et que je serais certainement en train de marcher à quatre pattes. Il nous faut donc au moins être deux pour pouvoir se rencontrer et ensuite être trois pour faire une société, parce que la société va naître du désir, de l'envie de plaire, de déplaire, de jalousie, de diplomatie et de tous les affects humains que l'on connaît trop bien. Alors, puisque nous en sommes là, puisque nous sommes prêts maintenant à comprendre que nous devons écouter notre propre voix, trouver notre vocation pour exercer une profession, on doit se rappeler que nous sommes des individus collectifs. L'homme est un animal social, vous l'avez entendu 1000 fois. Mais c'est sincère. L'homme est véritablement un individu de lien. Regardez ce que l'on vit là. Couper les liens et les gens dépriment. Ils dépriment parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'exprimer leur identité. Hop, nouvelle pause. Identité. Identité, ça vient d'identique. Mais si je suis identique, c'est bien qu'il y a un modèle. On est toujours identique à quelque chose. Donc, je ne suis pas le porteur de ma propre identité, puisqu'il faut bien qu'elle puisse trouver appui sur un autre point. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque l'on fait de l'identité un rapport simple. Je suis identique à telle chose, cette telle idée de la France. Non, les identités sont toujours plurielles. Je ne suis pas avec vous comme je suis avec mon charpentier qui fait les travaux dans ma maison, comme je suis avec mes différents mentors, Pierre Cacoub ou Patrick Burenchenas, entre autres, et le regretté professeur Richard Potier. Je ne suis pas avec vous comme je suis avec mon frère, avec ma famille, avec mes amis, etc. Je suis complètement différent et pourtant toujours le même. C'est donc que j'ai la possibilité d'agir sur moi-même et dans le monde parce que je suis mu par une seule conviction, c'est que l'autre me fait grandir, l'autre me permet de m'élever. Alors comment vivre dans les entreprises une fois qu'on a compris que notre véritable enjeu, c'était celui de trouver non pas notre indépendance, mais notre autonomie. Ou alors, pour le dire comme ça, non pas juste notre autonomie, mais construire notre interdépendance et pouvoir rendre visibles les liens qui me lient au monde qui m'entoure et qui font de moi ce que je suis. Parce que ces liens ne sont pas juste extérieurs à moi, ils sont à l'intérieur de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises ? Dans un contexte de crise, il y a deux catégories de personnes. Je fais deux catégories parce que ça m'arrange bien. Vous connaissez la phrase de Gaulle qui disait « J'adore les statistiques, elles me permettent de comprendre qu'il y a deux catégories de Français, les dentistes et les autres. » Ça veut dire que les stats, on en fait dire ce que l'on veut. On peut comprendre le réel en fonction de la façon dont on veut le modeler. Mais moi, je vous propose ça. Je vais vous proposer une catégorie juste pour voir si elle résonne, et vous pourrez m'écrire pour savoir si elle résonne, avec votre propre expérience. J'ai établi trois catégories qui sont celles dans les entreprises, donc des fonctionnaires. Je ne parle pas de ceux qui travaillent à l'État, fussent-ils des employés détachés dans des banques ou autres, en tout cas, pas ceux qui sont étiquetés fonctionnaires, mais ceux à qui on donne une fonction et qui s'attachent à remplir cette fonction. Il y a les mercenaires, ceux qui évoluent pour un intérêt complètement individuel, privé. Mais ceux-là s'étouffent vite, ils n'en ont jamais assez. Et il y a enfin les missionnaires, ceux qui représentent l'avenir et pour moi la réalité de notre société. Le fonctionnaire, donc, vous lui donnez une fonction, il s'y tient et il va espérer son bonheur ailleurs ou attendre le 12e mois de l'année pour partir en vacances et enfin pouvoir être heureux et enfin s'exprimer. Le mercenaire, donc, court après des enjeux qui sont complètement individuels, mais du coup, il ne pourra jamais faire de différence entre le moment du travail et sa vie personnelle, puisque, mu par le seul intérêt individuel, il n'aura d'autre cesse que de satisfaire ses propres besoins. Tandis que le missionnaire, en fait, c'est le plus malin.
c'est le plus malin parce qu'il va aussi remplir ses intérêts personnels, mais parce qu'il sert quelque chose qui est plus grand que lui, ce quelque chose qui est plus grand que lui va le nourrir d'autant plus. Oui, il pourra aller chasser ou pêcher, mais le poisson qu'il rapportera sera d'autant plus meilleur si celui qui est à côté de lui l'aura aidé ou aura pêché un autre poisson. Parce qu'évidemment, ils pourront mélanger, ils pourront et leur technique et le résultat de leur pêche. Ce dont on manque aujourd'hui, ce dont manquent les entreprises, c'est justement de faire confiance à ces missionnaires, ceux à qui l'on confie une tâche et que l'on retrouve à la fin, une fois la tâche accomplie. Mais pourquoi on doit leur faire confiance? On doit leur faire confiance parce que ces gens-là ne travaillent pas juste pour appliquer une fonction, le fonctionnaire. Ils ne travaillent pas juste pour remplir un intérêt collectif, mais ils travaillent parce qu'ils sont portés par un intérêt qui est bien plus grand que le leur. Entendez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas remplir leur propre intérêt, mais ils ont une croyance, effectivement. C'est que leur intérêt sera d'autant plus nourri que s'ils sont portés par un esprit collectif. Ceux qui aiment la musique connaissent la différence entre vivre une sensation musicale seul à la maison, c'est déjà très bien, ou être en concert. Ceux qui ont déjà eu la chance de connaître une grande messe footballistique connaissent le frisson d'entendre les gens à côté d'eux chanter la même chanson. Et voilà qu'on se rend compte que finalement, en étant ensemble, pouvant créer ce qu'on peut appeler un égrégore, c'est un esprit commun, eh bien, on se sent porté. Comment on mesure cette portée? Mais parce qu'on est fier de le faire. Parce qu'on est fier de remplir la fonction. Donc, on est aussi fonctionnaire. Parce qu'on est satisfait de remplir son intérêt individuel. On est aussi mercenaire. Mais parce qu'en plus, ce que je réalise va me permettre de participer à une œuvre bien plus magistrale que si j'avais tout fait tout seul avec mes petites mains. Voilà, c'est à peu près l'idée que l'on vit aujourd'hui. Mais l'entreprise, c'est un corps social. C'est un corps social donc, qui s'organise. Alors, en anthropologie, on a une grille qui nous permet de vite comprendre, c'est la grille de l'identité, quels sont les différents départements, comment je me présente, je suis chez Renault, chez la SNCF, je suis qui, voilà. C'est les différentes identités. Je suis informaticien. Il y a l'organisation. Voilà, je suis organisé de telle sorte, voilà comment ça fonctionne. Et là où c'est différent des autres grilles d'analyse, c'est que nous, on va séparer l'organisation du pouvoir. Une secrétaire peut avoir un pouvoir bénéfique ou nocif bien plus important qu'un directeur général, et inversement, évidemment. Il y a le pouvoir, il y a cette relation de pouvoir, et le pouvoir, il n'est pas forcément attaché à l'organisation, il est bien souvent symbolique. C'est pour ça que l'on parle d'un leader né, de quelqu'un qui vient d'entrer, ou que l'on parle d'un homme peu charismatique, quand bien même il pourrait être président de la République. Et enfin, il y a la quatrième partie que l'on fait que l'on fait mine d'ignorer complètement, c'est celle de la croyance. Ah oui, alors voilà. Les gens refusent de parler de croyance. Non, c'est la religion. Non, la religion, elle a fait son commerce sur la croyance. Mais la croyance, c'est croire que si le feu passe au rouge et à ce moment-là, j'aurai mon examen. La croyance, c'est de me dire que demain sera mieux. La croyance, c'est de me dire que de toute façon, la vie est belle et voilà ce qui va pouvoir se passer. La croyance, c'est l'anticipation. Je ne peux anticiper, je ne peux rêver du monde de demain que si je crois qu'il y aura un demain. C'est pas prouvé. Rien ne prouve qu'il y aura un demain. Il peut y avoir une météorite, enfin, on ne sait pas. Personne ne sait si on sera écrasé ou pas, ou si on pourra survivre à un moment ou à un autre. Ainsi, on s'imagine dans une entreprise que les différents individus doivent être complètement formatés, uniformisés, et finalement fonctionnariser. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors évidemment, quand les gens qu'on ausculte, nous, les entreprises, se disent ok, ça marche pas, donc on va actionner le côté mercenaire et on va leur donner un peu plus d'argent. Ouais, mais ça marche pas non plus parce qu'évidemment, il n'y en aura jamais assez. Si c'est pas l'argent, c'est la voiture de fonction, etc. Il faut arriver à passer à l'étape du missionnaire. Mais
Pour pouvoir passer à l'étape du missionnaire, encore faut-il savoir à quoi l'on sert. Encore faut-il savoir quel est l'esprit de l'entreprise. Qu'est-ce qui permet de réunir tous ces gens indépendamment de la fonctionnalité qui fait qu'ils doivent remplir une tâche. Eh bien, maintenant que nous sommes tous en Zoom ou en télétravail ou en tout cas à distance réglementaire les uns des autres, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? On ne peut pas unir différents collaborateurs juste par la tâche qu'on leur demande, ou alors ça fait des gens qui seront certainement très inefficaces parce que malheureux. Ce qui nous unit, c'est l'intention initiale de l'entreprise qui vous agite, je dis bien qui vous agite, donc qui vous anime. Cette intention initiale est le désir de répondre à un besoin bien plus grand que celui de la seule entreprise dans laquelle vous travaillez. Et là, je reviens à mon travail. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de travailler, il ne s'agit pas juste d'être fonctionnaire, mais au contraire, juste de devenir un missionnaire. Voilà. Et comment je peux devenir un missionnaire? Alors ça, c'est la grande question. Je vous en prie, il y a un chat. Si quelqu'un sait comment on fait pour répondre à un missionnaire, je lis en même temps la question de Frédéric, que je salue d'ailleurs. Dans ce cas, on emploie les personnes handicapées, quelle place, quel rôle? Les personnes au milieu des missionnaires, mercenaires et fonctionnaires. Je vais répondre à cette question. Quelle est donc la place des handicapés, justement, dans ce rôle-là? Mais pour pouvoir comprendre ça, ce qu'est un missionnaire, il faut revenir à ce sens du travail, justement, d'avant la citoyenneté, d'avant les citoyens, et de ce qu'il est devenu. On est passé du travail à l'œuvre. Voilà. Si vous avez un truc à retenir, vous devez partir, c'est ça. Nous sommes passés des missionnaires à l'œuvre, des fonctionnaires aux missionnaires et du travail à l'œuvre. En anglais, c'est beaucoup plus simple. Ils disent labor, voilà, laborieux, c'est vraiment le travail comme un châtiment, au work qui est l'atelier, le workshop, c'est l'atelier, mais c'est l'atelier de l'artiste. C'est ce qui fait que tout ce que vous allez remplir comme mission doit aussi vous servir et en fait vous construire vous-même. C'est ça. À chaque moment, ce que vous faites est en train de vous construire. Alors, ça marche pas dans notre façon de penser et dans la formation que ont distillé pour nous toutes les casernes du savoir dans lesquelles nous sommes passés et les uns et les autres. Non, ça marche pas. Et ça marche pas parce qu'on veut segmenter les choses. On veut segmenter nos vies. Vous êtes à la maison, vous êtes un père, vous êtes un fils, un oncle. On veut séparer les choses. On ne peut pas séparer les choses. Ou alors, si on les sépare, on se rend compte qu'à chaque fois, il va falloir essayer de les recoller. Je ne vous dis pas qu'il faut recoller d'emblée. Il faut juste se rendre compte qu'il y a quelque chose au-dessus de vous auquel vous souhaitez appartenir. Je vous laisse le choix de cette chose-là, une communauté, quelque chose de plus grand que vous, juste finalement devenir un humain. Et ça, on ne le devient, on ne n'est pas humain, mais on le devient. C'est la pensée d'Erasme, le premier père de la pensée humaniste. Pour faire ça, il faut donc accepter que les différents moments de ma vie, quels qu'ils soient, contribuent à ce que je suis. Ça contribue à ce que je peux devenir. L'homme n'est rien d'autre qu'un individu en chemin. Je l'ai dit rapidement, mais je m'arrête là-dessus. Et c'est ce que l'on prône, nous, en entreprise. Rendez-vous compte que les entreprises l'écoutent et le demandent de plus en plus. Je suis dans l'entreprise pour me réaliser moi-même. Ah, mais là, on va dire, non, mais attendez, l'entreprise n'est pas là justement pour prendre en compte les desiderata de chacun. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis que les desiderata de chacun, c'est d'être un humain et donc de questionner sa réalité, de questionner son propre chemin, l'entreprise et son travail faisant partie de ce chemin. On ne peut pas faire fi de ça. Alors aujourd'hui, les managers vont fonctionner de manière à découper. Et même dans les techniques de management qui sont mises en place et de recrutement, eh bien, on découpe. On découpe la réalité, on découpe l'individu, on vous pose des questions faussement qualitatives. Vous l'avez déjà tous eu. Alors, quelle est la dernière fois que vous avez rigolé? Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois, etc. Ah,
Ah, voilà l'entreprise qui s'occupe du sensible. Et puis ensuite, on va vous demander vos compétences. Est-ce que vous savez vous servir d'Excel, de PowerPoint, etc. Machin. Et au final, eh ben, on va faire de vous un objet, un objet, un objet et un objet. Le sens de mon propos dans les entreprises, le sens de mon travail, de celui de mes chercheurs, c'est de réinsuffler dans le cœur de toutes les organisations le fait que chaque collaborateur doit être compris comme le sujet de ses désirs. Chaque collaborateur doit être compris comme un sujet à part entière, désirant. Et l'intérêt de l'entreprise, c'est de faire converger le désir de chacun vers un intérêt collectif. Je vous ai dit qu'une entreprise, c'était comme un corps social. Ben, votre corps, vous, il est là. On vit tous dans la crainte du coronavirus, et on mélange les virus et les bactéries. Vous savez qu'il y a plus de 1000 milliards de bactéries en vous, dans votre corps, et qu'il y a même une partie de virus ou de rétrovirus, puisque l'évolution de Sapiens fait qu'il a toujours été en symbiose avec la nature. Il n'est ni maître ni possesseur de cet extérieur que l'on appelle nature. Il est la nature. Et le virus, aujourd'hui, nous le rappelle. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes vous-même une copropriété de plusieurs milliards d'organismes vivants, indépendants, vous avez une question à vous poser en vous disant, mais alors comment ça se fait que le matin, quand je me réveille, j'ai plus ou moins la même tête ? Comment se fait-il que ces différentes cellules, ces bactéries, ces virus qui nous composent s'organisent pour que je puisse continuer à exister et finalement à avoir une certaine homogénéité? Comment cela est-il possible? Ben justement, parce que nous ne sommes pas faits que de matière. Nous ne sommes pas faits que d'un alignement de différentes cellules, de différents organismes vivants qui ne souhaiteraient que son propre intérêt. C'est qu'il y a eu dans l'histoire de la vie quelque chose de l'ordre de l'esprit qui s'est dit, attendez, vous savez quoi, on va se réunir et on va comprendre que si on collabore les uns avec les autres, on va tous y gagner et on vivra beaucoup plus longtemps. Bon. Ça, c'est l'histoire de la vie. Est-ce que vous avez déjà essayé d'organiser une réunion de 10 potes, quoi. Allez, 10 copains, c'est juste pour un apéro, hein, mais ça va vous prendre 2 mois pour voir les gens que vous avez envie de voir. Eh bien, nous, tous les matins, il y a plusieurs milliers de milliards d'organismes vivants qui se mettent d'accord pour continuer à fonctionner ensemble. Comment on fait ça? On le fait justement grâce à l'esprit qui meut ces différents organismes, parce qu'ils ont tous compris qu'ils allaient avoir quelque chose à y gagner. Alors oui, le travail handicapé aujourd'hui, le handicap. Ah ouais, qu'est-ce que c'est donc que ça? Ben, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la norme, qui ne rentre pas dans la forme. On est bien loin de l'esprit puisque notre pensée, elle est fonctionnelle, elle est séquencée. Si je séquence, forcément, je vais juger en fonction de la place que j'ai déjà. Vous vous rendez compte? Je l'ai dit, de la place que j'ai déjà. Et voilà que nous sommes dans un monde qui est déjà figé, et parce qu'il est figé, il juge qui peut entrer ou pas dans la boîte de nuit. Tu as les bonnes chaussures, tu n'as pas les bonnes chaussures. Tu as les cheveux longs, toi, tu ne rentres pas. Toi, tu peux rentrer. Oui et non. Bah, alors, vous êtes sûr, une fois que vous êtes entré, que vous ne pourrez trouver que ce que vous connaissiez déjà. Eh bien, ça marche. Ça marche, ça a marché. Ça marche tant qu'il n'y a pas de crise. Voilà. Ça marche tant que l'environnement qui est autour de nous est un environnement maîtrisé. Il est maîtrisé, on a su comment faire, et la pensée humaine est faite de telle sorte que dès qu'on sait comment on fait, paf, on fige. Et on ne bouge plus. Ça marche comme ça. On a toujours fait comme ça. Pourquoi tu veux qu'on change? Mais tu sais très bien que c'est comme ça que ça marche. Eh bien oui. Sauf que la théorie de l'évolution nous a appris une seule chose, c'est que si Sapiens est encore là, alors qu'on sait qu'il y avait au moins 6 autres types d'hominidés en même temps sur la planète, Néandertal étant le plus connu, Flores étant le plus petit, si nous, on a survécu, parmi les hypothèses, il est à noter celle qui voudrait que Sapiens a toujours collaboré. Tandis que Néandertal, qui était quand même plus grand que nous, physiquement plus fort, c'est prouvé, et qui avait une boîte crânienne 1/3 plus grande que la nôtre. Bon, on peut imaginer que son cerveau l'était aussi et que ses compétences psychiques pouvaient l'être.
Sauf qu'il a toujours vécu dans des groupes petits. Il n'avait pas besoin de collaborer avec d'autres petits, avec d'autres groupes. Sapiens, lui, beaucoup plus faible, a toujours essayé de collaborer dans des grands groupes. C'est pour ça qu'il a migré. Il a collaboré pour pouvoir continuer à s'adapter à un monde qu'il ne comprenait pas, Sapiens étant faible. Nous sommes des faibles qui avons survécu. Alors oui, là, tout d'un coup, dans l'histoire de l'humanité, hop, il y a un arrêt, il y a un carton jaune. Il y a un carton jaune et nous, on crie au scandale. Oh là là, monsieur l'arbitre, mais c'est pas... Non. Ça nous rappelle juste que le monde est en constante évolution et que même si on a voulu figer les choses, il faut garder cette capacité d'adaptation. Mais la capacité d'adaptation, elle vient de la diversité des membres d'un groupe. S'il y a une chose à retenir de mon intervention que j'aimerais vous transmettre, que vous transmettrez à votre tour, c'est la phrase de Darwin qui dit « La différence est source d'innovation ». L'innovation étant comprise comme l'adaptation du point de vue anthropologique. La différence est source d'innovation. S'il n'y a pas de différence dans quelque groupe social que ce soit, alors ce groupe est voué à l'extinction. Toujours, ça a toujours été le cas. C'est le cas des empires qui s'écroulent sur eux-mêmes. À partir du moment où ils veulent se fermer, où ils n'intègrent plus les autres cultures, où ils ne s'intéressent plus au monde autour, mais qu'ils veulent que le monde ressemble à ce qu'ils sont eux. Donc quand on ne danse plus avec l'environnement, on se fige et on meurt. La différence donc, oui, le handicap, oui, la différence. Mais si vous prenez ce que je dis de façon littérale, vous allez dire, ah ben d'accord, donc pour que je puisse survivre, il me faut différents types de personnages, donc je vais intégrer des handicapés. Mais que vous oubliez le début de notre conversation, vous vous rappellerez que si cette différence n'est pas conjuguée avec l'esprit de l'entreprise, alors on n'aura fait que rajouter une pierre sans lui expliquer qu'elle va constituer elle aussi l'intégralité de la cathédrale. La différence est source d'innovation et c'est l'esprit de chaque membre d'un corps social qui va pouvoir créer l'esprit d'un groupe. Et oui, il faut différents types d'esprits. Et moi, je suis rassuré quand je vois des personnes différentes dans une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de cette différence, parce que je me dis que entre le monde du dehors et le monde du dedans, le monde du dedans étant compris comme celui de l'organisation, il n'y a pas de différence et je peux être alors sûr que je ne suis plus dans le temps du travail, celui du trépalium. Le trépalium, c'est ce qui a donné le mot travail et le trépalium est un instrument de torture chez les Romains. Mais je suis passé au temps de l'œuvre, au temps de la construction de moi-même, au temps de l'humanisme et au temps de la construction globale d'un esprit collectif. C'est ce qui a fait la force de Sapiens et c'est ça qu'il nous faut rappeler aujourd'hui. Mais pour le comprendre vraiment, rappelons-nous que les choses ne peuvent jamais être quantifiées, ou en tout cas que quantifiées. Or, c'est le problème de notre société. Kant disait « Les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle n'a ni degré ni parti. » Les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle n'a ni degré ni parti. C'est donc bien de la dignité de l'homme qu'il s'agit, que l'on parle du travail ou de la vie en général. Et quand on parle de l'intégration des travailleurs dits handicapés, je refuse le mot travailleur, je dis juste, c'est juste l'intégration d'un collectif, car c'est ce collectif-là qui me nourrit. Et en me nourrissant, moi, membre d'une collectivité, permettra à cette collectivité de se dépasser, de continuer à évoluer et à devenir ce que l'école, vous vous rappelez du début, l'école, la scollée, le temple du loisir, nous a permis d'être, non pas des éduqués, vous savez que les éduqués n'ont parfois pas d'intelligence, mais des élèves. Et un élève, c'est ce que l'on élève, c'est ce que l'on monte. Voilà pour mon propos. Et je veux bien
discuter avec vous pour ceux qui ont envie de prendre la parole à travers les questions ou à travers Olivier. Merci Abdou. En termes de questions, c'est vrai que 2 questions ont plus ou moins, je pense, ont été répondues par rapport au le rôle des personnes handicapées au milieu des missionnaires, mercenaires et fonctionnaires. Donc, c'est vrai que tu viens d'en reparler. Pareil, tu parles du sens, qu'il faut effectivement avoir un sens, que ce soit dans sa vie et effectivement pour trouver du sens aussi dans son entreprise. Donc, je pense qu'effectivement, ceci a bien été expliqué. Il y avait une question très en lien avec ce que tu viens de dire à l'instant, d'Astrid, question posée par Astrid, qui disait: l'entreprise est-elle de fait un endroit où l'on doit être heureux? C'est le piège, c'est le piège justement de l'entreprise qui voudrait se substituer à la société en général. Alors c'est oui et non. On ne doit pas être heureux, on doit être heureux tout le temps et pas forcément dans l'entreprise. Mais pour que l'organisation nous permette d'être heureux, il faut qu'elle mette en place les conditions de notre tension désirante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de nous considérer comme un fonctionnaire, refuser notre part de missionnaire, même si elle peut parfois être utile, mais de nous rappeler et de nous donner les conditions de vivre en tant que missionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir envie de quelque chose que je ne connais pas. Alors évidemment, il va me falloir des étapes. C'est comme quand vous faites de la randonnée, vous dites je vais aller jusqu'à l'arbre là-bas. Bon, oh là là, la montagne elle est haute, mais je vais me donner des étapes. Et plus vous vous donnez des étapes, plus vous avez envie de continuer. Et vous verrez qu'à un moment, en marchant, vous passerez ce qu'un ami appelle l'arbre du temps. Quand il parle du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a l'arbre du temps, le moment où, quand vous passez cet arbre, vous ne savez plus ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, vous ne comptez plus. Le bonheur, c'est quand on ne compte plus. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Enfin, en tout cas, moi, ma définition de la richesse, c'est d'avoir assez pour ne pas avoir à compter constamment. Quand on ne compte pas son temps, parce que la seule richesse que l'on a vraiment, et c'est ce qui nous met à égalité les uns et les autres, la seule richesse, c'est le temps dont on dispose. Mais si on passe son temps, comme Picsou, à aller dans son coffre-fort pour compter les minutes que l'on a, les minutes que l'on a investies et que l'on veut un retour sur investissement, comme quand on attend le bus et qu'on dit il ne va pas venir, mais bon, j'ai déjà investi 15 minutes, je peux bien attendre une demi-heure de plus et continuer à être en retard. Ça s'appelle la loi de l'investissement. Tant qu'on est là-dedans et que l'on est comptable de sa propre vie, prenant en considération le temps comme monnaie, tant que je compte, je serai malheureux. Et je lis de la part de Frédéric, justement, qui me demande si les entreprises, enfin, si la notion de missionnaire et de fonctionnaire varie en fonction des pays, complètement. Nous sommes, dans une culture catholique. Je parle de la culture, hein, donc je parle du théâtre mental dans lequel on évolue. Et la culture catholique, c'est une culture de souffrance. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir souffrir pour obtenir la grâce. Donc, c'est pas mauvais dans une entreprise française de souffrir, ça fait partie du jeu en fait. Et puis, il faut bien souffrir, il faut bien faire des efforts pour atteindre quelque chose. Ce qui est totalement différent dans une entreprise protestante. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein, mais là, c'est la grâce, donc c'est le devoir, c'est le mérite qui vous permettra d'obtenir la grâce, etc., etc. Donc oui, il y a de grandes différences. Et je lis la question de Pierre, qui est: l'entreprise doit-elle aller jusqu'à devoir se passer d'un bon collaborateur pour répondre à son désir? Question à double sens, si ce n'est pas triple. Un bon collaborateur, ça dépend de ce qu'on en attendra bon. Si justement il ne remplit que sa tâche et que c'est un bon expert, mais qu'il ne répond pas à l'intérêt collectif, qui ne joue pas le jeu individuel, je dirais clairement oui. Mais je suis preneur, cher Pierre, de ta vision sur cette question. On avait une autre question de la part de Céline qui demande comment inclure la question du sens dès l'étape du recrutement. Ah, très, très habile. Alors, le sens, c'est 3 acceptions du terme. C'est la direction, je vais vers. C'est la signification, voilà ce que ça veut dire. Mais, et on l'oublie toujours,
ce sont les 5 sens. C'est les 5 sens, c'est les sensations. Donc la question du sens, elle doit, si elle est posée à l'étape du recrutement, considérer ces 3 dimensions. Sauf qu'il n'y a aucune de ces dimensions qui ne peut se répondre à elle seule. Et les 5 sens, essayez de voir votre vue, vous ne pourrez pas, de sentir votre odorat, vous ne pourrez pas. Essayez de comprendre la signification en pensant que le mot est la chose, vous savez que le mot chien ne mord pas, etc. Et la direction, si je vais de Paris à Luxembourg, ça ne vaut que quand je suis en chemin de Paris à Luxembourg. Quand je suis à Luxembourg, je n'ai plus de raison de penser cette signification. Donc le sens, il demande toujours un autre point pour pouvoir être identifié. Donc si la question du sens doit être incluse dans l'étape du recrutement, c'est celle de l'intérêt collectif, quand il n'est pas pris comme une idéologie qui voudrait dire que l'intérêt collectif vaut mieux que tous les intérêts individuels. J'espère qu'on s'est bien compris. C'est l'intérêt collectif rapporté à son propre intérêt individuel. Question de Astrid qui demande que penser des entreprises qui affichent leurs valeurs. Ouais, ça c'est comme le gorille qui se tape sur le torse. Les valeurs des entreprises, c'est toujours à peu près les mêmes, hein, le client au centre, l'écoute, la fiabilité. En fait, ce sont la plupart du temps, ce sont des qualités, hein, ce sont des comportements. Or, la valeur, elle est absolue. La générosité, c'est une valeur on ne peut pas être généreux parfois. Ah, j'ai été généreux. Une valeur, c'est la justice. Vous ne pouvez pas être juste de temps en temps et puis parfois dire bah, là, je vais être injuste. C'est ça. Donc, les entreprises qui affichent leurs valeurs sont des entreprises qui, enfermées dans leur rapport technique aux choses, refusent de voir la dimension spirituelle de Sapiens Sapiens, donc de leurs collaborateurs et du monde dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'enfermer une dimension spirituelle, donc une dimension d'élévation, parce que si une véritable valeur c'est absolu, c'est très engageant, bah, ils vont l'enfermer dans des choses qui sont mesurables. Bah, la fiabilité, c'est mesurable. L'attention au client, bah, c'est mesurable, etc., etc. Merci. Pour l'instant, toutes les questions qui ont été posées ont eu droit à une réponse. Il est 17h37. On a un peu dépassé le timing, mais ce n'est pas grave. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On est encore à votre disposition. Je disparais en même temps. Ouais, on ne te voit presque plus. Du coup, c'est vrai qu'on était parti sur la crise qu'on traverse et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quel est le sens que tout le monde peut donner justement à sa vie? Quand je dis sa vie, c'est sa vie perso, sa vie professionnelle. C'est vrai que tu disais tout à l'heure, limite, on n'a plus besoin de travailler. Donc, du coup, comment rebondir par rapport à ça? Moi, en tant que personne, aujourd'hui, quel sens je peux donner du coup à ma vie par rapport à toutes ces incertitudes, par rapport, on a entendu qu'il faut donner du sens autant à sa vie qu'au sens qu'on donne au sein de son entreprise. Du coup, je sais, il n'y a pas une recette, tu l'as dit clairement au démarrage, mais du coup, quelle philosophie de vie adopter par rapport à, on a entendu la notion de confinement, que par rapport au message, par rapport à plein de choses. Comment essayer de tendre vers une vie entre guillemets meilleure pour essayer d'allier ce côté bonheur, sens, réalisation qui est important aussi en tant que personne au sein de son entreprise. Si tu as un peu des petites choses à nous confier. Tu vois, Olivier, et puis nous, on a été à l'école ensemble, justement. Une fois qu'on sort de l'école, on pense qu'il faut qu'on travaille, hein, et ensuite que l'on construise une vie, etc. Et puis tout est segmenté, une fois de plus. Tout est segmenté et on a l'impression qu'une fois qu'on a coché la case, on doit pouvoir être heureux. Or, si l'on reprend l'étymologie de l'école et donc on revient à la scolée et à cette notion de loisir, on se rend compte qu'une fois qu'on est entré dans ce temple, il ne faut jamais, jamais en sortir. Toujours continuer à se cultiver pour pouvoir ajuster
sa voix avec les différentes vocations que l'on continuera à entendre. Et suivre cette voie, suivre cet accord, s'il est juste, pour avoir comme unique but de continuer à être quelque chose de plus. Ce que veut l'humain, c'est d'être quelque chose de plus que lui-même. Je vais le dire en termes spinozistes, ça fait un peu technique, mais vous l'entendrez d'autres fois et vous pourrez fouiller. Vous savez, le conatus chez Spinoza, donc le moteur de l'homme, si vous voulez, qui est le désir, hein, c'est persévérer en son être. L'homme cherche à persévérer en lui-même, donc à se sentir exister, comme l'enfant se sent habiter son corps quand sa mère le manipule, ou son père d'ailleurs, quand ses parents le manipulent. Ben nous, c'est exactement toujours pareil, sauf qu'on a cru qu'à chaque fois qu'on avait passé une étape, ça y est, c'était fini, walou. Mais non, non. C'est un travail sans fin. C'est un travail sans fin qui demande un ajustement perpétuel, mais il y a une mesure. Il y a une mesure. Chaque jour, si tu vas te coucher et que tu dis « je me sens quelqu'un de plus », il s'est passé quelque chose. J'ai respiré, j'ai été inspiré et j'ai expiré, donc j'ai proposé quelque chose d'autre, j'ai dansé avec le monde. Je me sens plus grand. Alors là, tu vois, j'ouvre les bras pour le dire. Bah, tu te rends compte que le monde est bien plus grand que toi, mais que tu as l'honneur de pouvoir y participer. Tu sais, moi, l'une des phrases que j'ai mises sur les murs de ma maison, là, c'est encore celle de Kant, qui dit « L'homme a l'honneur d'être à lui-même sa propre œuvre ». L'homme a l'honneur d'être à lui-même sa propre œuvre. Et qui que l'on soit, s'il y a un but à atteindre, c'est celui de rester digne, de travailler à sa propre dignité, et sa propre dignité passe par celle de l'autre, puisque nous ne sommes rien d'autre qu'un lien. Il y a une seule chose à faire, la dignité. Moi, en entreprise, j'arrive et mon message, c'est celui de Kant, tu imagines. Mais pour passer les portes, je mets le mot performance. Kant comme indice de performance. Il faut le faire. Mais ça marche. Ça marche parce qu'ils sont curieux, ça marche parce que dans toutes les entreprises, il y a des gens qui sentent ça, qu'il faut continuer à se cultiver pour continuer à s'ajuster, chacun avec son expertise, chacun avec sa vocation et donc chacun avec, non pas son métier, mais sa profession, dire publiquement ses sentiments. Et Kant, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je finirai certainement là-dessus. L'impératif catégorique qu'on a tous détesté quand on était en philo parce qu'on pensait ça trop scolaire et trop carré, agis de telle sorte que tu considères l'humanité dans l'autre comme dans toi-même, jamais seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. C'est-à-dire que, oui, l'autre est un moyen, Olivier, on peut travailler ensemble, on a joué au foot ensemble, j'avais besoin de toi dans les buts quand, étant stopper, l'avant-centre m'avait dépassé. Mais je te considère aussi, et tu me considères aussi, comme un être de désir, donc quelqu'un qui est sur son propre chemin, et un chemin sans fin. Je n'ai d'autre finalité que moi-même, tu n'as d'autre finalité que toi-même, mais en réalisant que nos deux chemins sont en fait liés, alors on se sentait dans une équipe beaucoup plus grande et toujours heureux de partager un moment. Comme ce soir. Merci, très imagé, mais très vrai. Une question de Jean qui demande, alors y a-t-il une démarche à privilégier pour amener un dirigeant d'entreprise à définir des valeurs et à créer du sens pour son entreprise, si cette définition n'a pas été déjà mise en œuvre? Oui, il y a une méthode qui est très mécanique. Hein. La méthode, c'est d'abord de faire exprimer le mythe fondateur. Le mythe fondateur, donc c'est la raison initiale de l'entreprise. Alors qu'il soit, lui, le fondateur, le dirigeant, ou qu'il soit celui qui donne la direction. Il faut d'abord qu'il puisse donc exprimer cette histoire, ce sol mythique. Je vous donne un exemple très court. Le mythe d'Air France, c'est Saint-Exupéry, c'est Mermoz, c'est l'aéropostale. Donc, ce sont les grands pilotes qui bravaient les nuages et les tempêtes pour permettre à une petite fille d'écrire à sa grand-mère. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de mal de passer du paquet aux passagers. Mais c'était leur mythe fondateur, qui évidemment les mythes peuvent évoluer. Donc il faut d'abord savoir qui l'on est. Le mythe fondateur du Club Med, c'était le paradis perdu. Vous êtes ailleurs, dans un pays exotique, magnifique, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de classe sociale, tous les plaisirs sont permis.
Attention, vous ne voyez pas les autochtones, vous êtes dans un monde complètement fantasmé. Et on va comprendre que quand le Club Med va venir dans les grandes villes avec les clubs Med Gym, ils vont perdre et en notoriété et en justesse parce qu'ils vont réintroduire les classes sociales parce que tu pouvais prendre un abonnement avec la grande serviette ou avec la petite serviette. Ils n'ont pas respecté leur mythe fondateur, ils se sont cassés la gueule à ce moment-là, il a fallu créer les clubs Waouh pour que les riches puissent aller avec les riches et ensuite recréer un univers démocratique, si tu veux. Donc oui, il y a ça. Il faut d'abord qu'ils puissent exprimer ou comprendre les valeurs initiales justement de son entreprise. Et après, et ça c'est le problème, et c'est le drame même de notre société, je sors du cadre de notre conférence, mais c'est le drame, on n'est plus en capacité de comprendre le lien, et de comprendre que le lien c'est vital pour moi, mais surtout, on a une crise de récit. S'il y a un truc à faire avec les dirigeants d'entreprise, nous c'est ce qu'on fait, c'est de leur donner des cours de contes de fées. Regardez ce que fait notre président. Je n'entre pas du tout dans le détail de c'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça. Mais quand il veut nous rassurer, on a l'impression que c'est un père de famille qui lit la liste des courses à ses enfants pour qu'ils puissent s'endormir le soir. Vas-y, papa, dis-moi une histoire. J'ai acheté 1 grammes de pâtes, 10 grammes de riz, 3 bouteilles d'eau, et puis, mais attention, elles étaient beaucoup moins chères parce que tu comprends, il faut pouvoir ouvrir sur d'autres mondes et la narration est fondamentale pour que l'on puisse justement développer son imaginaire. Mais l'imaginaire, c'est quoi? C'est image. Pouvoir créer des images, ce qui me permet de revenir sur ce que j'ai dit au tout début. Il faut absolument que ce dirigeant et que nous-mêmes puissions rêver d'une terre promise. Qu'est-ce qu'il y a derrière la colline? Tout dirigeant doit être capable de faire ça. Et c'est bien pour ça qu'Obama, qui n'est pas le dernier, a intitulé le tome 1 de ses mémoires « La Terre promise ». Merci bien. Pas d'autres questions? C'est vrai que j'ai envie de dire, suite à ton propos, tu parles d'Air France, du rêve, et j'ai envie de dire, fais de ta vie un rêve et un rêve une réalité. Je pense que ça résume pas mal plein de choses, quoi. Effectivement, il faut avoir des rêves dans la vie, puis se donner un sens, avec les 3 sens justement du mot sens, et essayer d'avancer au mieux. Si vous avez des questions, on a encore 2-3 minutes, n'hésitez pas. Il y a Jean Escande qui dit merci Abdou, merci à toute l'équipe pour vos réponses et pour cette conférence. Bonne soirée Jean, et plein de bonnes choses. N'oubliez pas, la différence est source d'innovation. Sans différence, pas de possibilité d'adaptation. Et quand bien même vous êtes seul avec vous-même, continuez à être différent avec vous-même. Contredisez-vous, prenez des chemins qui ne sont pas les vôtres, parce que sinon, vous ferez ce que vos profs ont fait, vous allez finir par vous conformer à l'image que vous avez de vous-même. Et il n'y a rien de pire, parce qu'il n'y a pas plus mauvais professeur que soi-même. Merci Abdou. Il y a Nicolas de Porter qui dit merci Abdou, toujours excellent. Donc je pense que c'est un message à titre personnel. Et pareil, Pierre Kakou qui dit bonsoir à tous et merci Abdou pour ces ouvertures. Salut Nico, salut Pierre, salut à tous ceux que je connais, à tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'être là ce soir. Portez-vous bien et n'oubliez pas de rêver à une terre promise. Imaginez, imaginez, imaginez. Merci à tous, merci à toutes, merci à Abdou. Je clôturerai juste en disant que la semaine continue et c'est même toute l'année. Essayer de favoriser au maximum l'emploi des personnes en situation de handicap.